Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver, bienvenue sur Elle se réalise. Bonjour Garance. Bonjour Sandrine. Ravie de te retrouver également. Ravie également. Donc c'est reparti pour un nouvel épisode des petits déjeuners Facebook Live 100% pratico-pratique et interactif d'Elle se réalise. Alors, première question avant de se lancer dans le vif du sujet, est-ce que nous sommes dans le bon sens? Garance, est-ce que toi tu vois des retours par rapport à ça? On va regarder, on va se connecter en même temps pour suivre et pour voir si tout se passe bien ce soir en termes d'image, de son et qu'on puisse échanger ensemble et suivre vos questions. C'est en train de charger, moi sur ma page, donc je ne sais pas si pour vous, vous voyez déjà les choses ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et voilà, à nous mettre vos commentaires au fur et à mesure. On est toujours dans cette saison 1 et d'ailleurs, je vais rappeler pour celles qui nous rejoignent pour la première fois, qui es-tu, Garance, finalement? Alors, donc ravie d'être parmi vous ce matin, Garance Hiverneau. Donc, moi, je suis une serial entrepreneuse. J'ai créé plusieurs entreprises dans ma vie, dont celle qui nous concerne aujourd'hui, 5A Conseil, qui accompagne les femmes dans leur reconversion, dans leur transition professionnelle, pour que tout simplement elles soient plus heureuses dans leur job et surtout qu'elles puissent articuler leur vie professionnelle et leur vie personnelle de manière plus sereine que parfois elles le font encore aujourd'hui. Ce qui fait que tu es à la fois vraiment spécialisée sur la reconversion parce que c'est ton cœur de métier au quotidien par rapport aux femmes que tu accompagnes avec toutes tes équipes de coachs professionnels et diplômés et certifiés. Et à côté de ça, tu es aussi une vraie experte en création d'entreprise puisque tu as eu plusieurs expériences entrepreneuriales et dont on reviendra, on se reparlera de ces expériences parce que là, on va justement partager tout ce à quoi on peut s'attendre derrière la reconversion et la création d'entreprise, mais aussi partir dans démonter les préjugés, les faux semblants et aussi se rassurer par rapport à des choses où on se fait un monde, on a l'impression que les autres réussissent ou pas, ou qu'il y a plein de choses et toi tu as une vraie expérience à partager avec nous à ce sujet-là par rapport à ce qui t'est arrivé avec l'une de tes 2 entreprises et comme ça après nos échanges de questions-réponses, on reviendra là-dessus. Déjà, tu peux nous dire quelle était l'autre entreprise que tu avais? Alors, en effet, moi j'ai un discours vis-à-vis de l'entrepreneuriat assez cash, assez transparent, parce que souvent on idéalise ce que peut être la création d'entreprise. Et pour le coup, moi j'ai une boîte où j'ai connu un échec relativement retentissant. J'en parle de manière tout à fait transparente parce que j'estime que ça peut être très utile pour tout un tas de femmes et d'hommes d'ailleurs, d'avoir mon retour d'expérience sur le sujet. Et par ailleurs, j'ai une autre boîte qui fonctionne très bien. Donc j'ai vécu les 2 situations sur des modèles économiques qui n'ont absolument rien à voir. Donc en effet, je commence à avoir un retour d'expérience suffisant pour en parler publiquement et surtout vous aider, vous, si vous êtes dans cette optique-là de créer votre boîte, d'avoir assez d'éléments pour vous lancer ou pas dans cette incroyable aventure. Ce que tu viens de dire est précieux, c'est que tu as connu à la fois l'échec et la réussite, mais le truc c'est que Garance a connu ça en même temps. C'est-à-dire qu'on peut être la même personne et avec une entreprise connaître l'échec et se dire mince ça marche pas, il faut que je liquide, et de l'autre côté réussir avec son entreprise et la voir se développer, progresser, être en train d'embaucher et se dire voilà, c'est vraiment, on reviendra sur ton témoignage tout à l'heure parce que c'est là où on voit aussi qu'il faut arrêter de se remettre toujours en question soi personnellement. Si tu avais vécu les 2 de manière distincte, tu aurais pu avoir l'impression que tu étais nulle parce que tu étais dans l'échec et ne jamais oser entreprendre. Là, tu as vécu 2 choses, on peut être la même personne. On peut être la même personne, mais ça, je pense que voilà, dans la vie, c'est comme ça. On peut être la même personne et avoir des échecs et des réussites dans tous les domaines d'ailleurs. En revanche, en effet, le fait de vivre les 2 choses en même temps, c'était quand même assez sportif d'un point de vue émotionnel, d'autant plus que j'ai eu un bébé en même temps. Tant qu'à faire, autant faire simple. Mais c'est vrai que c'est vraiment source d'apprentissage. En fait, c'est ça, la leçon, c'est que quel que soit l'échec que vous rencontrez ou la réussite, l'idée c'est d'en retirer une expérience, quelque chose dont vous allez pouvoir apprendre et surtout, évidemment, ne pas répliquer ou répliquer si bien entendu ça a marché. Donc je vais essayer de vous parler évidemment c'est pour ça, on va vraiment de ces 2 choses-là. Se pencher sur ces thématiques de la reconversion et de la création d'entreprise. Alors, tout doit marcher, a priori. Valérie, vous nous avez rejoint déjà. Merci beaucoup pour votre message. N'hésitez pas à poser des questions, intervenez, témoigner. Voilà, on va suivre au fur et à mesure.
Garance, justement, quand on est dans cette phase de remise en question, de questionnement, que l'on soit encore salarié ou non, et que l'on est en train de se dire, mais est-ce que la reconversion ou la création d'entreprise, finalement, ce serait quelque chose pour moi? Est-ce que c'est la solution à ce que je ressens en ce moment et à toutes ces questions que je me pose? Et ce sont des questions qui fusent sans arrêt dans la tête, et les reconversions, on voit les titres des magazines, des articles, reconversion, création d'entreprise. Waouh, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces questions? Quels sont les enjeux qui se trouvent derrière ces questions sur la reconversion et la création d'entreprise? Alors déjà, je pense qu'il faut distinguer deux choses. La reconversion d'une part au sens large, c'est-à-dire changer de métier, de secteur d'activité, d'entreprise, et la création d'entreprise. En fait, ce qui distingue les deux dynamiques, c'est le changement de statut. Ça paraît un détail, mais en fait, c'est évidemment un élément majeur, puisque quand vous êtes salarié, vous êtes quand même relativement protégé, vous êtes dans le système social, vous avez une rémunération, voire des avantages aussi. Vous êtes dans une entreprise voilà, qui est plutôt dans cette dynamique-là. En revanche, la création d'entreprise, vous quittez ce statut-là de salarié et ça peut en effet avoir des conséquences lourdes. Donc déjà, il faut bien réfléchir, est-ce que j'ai envie d'avoir une certaine protection pour moi, ma famille, parce que oui, c'est pas le moment où j'ai pas envie de prendre ce risque-là, ou au contraire, est-ce que j'ai envie de sortir du cadre habituel du salariat classique et d'envisager d'autres modalités. Donc ça passe du statut d'auto-entrepreneur à effectivement créer une vraie entreprise avec des salariés. Donc là encore, il y a un panel de choix très important, mais déjà la première question c'est ça. Où est-ce que je me situe par rapport à la prise de risque? Et là encore, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est l'important, c'est d'être connecté, en phase avec soi-même, mais aussi vis-à-vis du marché et de ce que ça implique très concrètement pour vous dans votre quotidien. En fait, à travers ce que tu nous transmets, c'est qu'il faut sortir des mots tels qu'ils sont, reconversion, création d'entreprise, et déjà chercher à regarder les réalités de ce qui se trouve derrière ces mots. Et effectivement, à partir de là, les statuts dont tu parles, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, parce qu'on peut être en train de remettre en question son métier, mais se dire que non, on a besoin et envie, parce que ça nous plaît d'être sûr d'avoir un salaire à la fin du mois. Et là, on va plus se diriger vers une reconversion avec un changement de métier, et où derrière, on sait en revanche que l'on aura à chercher une autre entreprise, donc à chercher un emploi, si on ne peut pas le faire au sein de l'entreprise dans laquelle on est actuellement. Et sinon, effectivement, se dire, je peux à la fois changer de métier, si besoin, mais me mettre à mon compte. Et là, c'est vraiment une autre démarche psychologique. Donc en fait, il faut vraiment se pencher sur... en fait, être un peu détective avec soi-même pour se dire, ok, en tête-à-tête avec moi-même, je vais être totalement sincère et transparente, même si certaines me disent, tiens, vas-y, lance-toi dans la création, il faut vraiment que dans ce tête-à-tête, je me dise quels sont mes vrais besoins, et à partir de là, que je cherche les envies que je vais développer à travers ces besoins, et vraiment partir sur des réalités concrètes de vie. Oui, en fait, c'est toute la difficulté de se projeter. Donc, on est quand même dans quelque chose qui a trait au rêve, aux motivations, à l'idéal qu'on aimerait évidemment toutes et tous atteindre dans la vie, et en même temps être quand même connecté à une certaine réalité. Donc c'est tout l'enjeu, c'est de rassembler ces deux choses-là, donc faire en sorte en effet qu'on soit bien connecté avec ses aspirations, parce que le but c'est quand même que vous soyez heureuse dans votre job, quelle que soit la forme du job en question, mais en effet il faut que ça corresponde à une certaine réalité, la vôtre, donc votre vie sociale, familiale, donc toutes vos contraintes du quotidien, et bien entendu la réalité aussi du marché. Donc c'est très important, en effet, d'être dans une démarche relativement authentique, parce que si on n'est pas dans cette démarche authentique, on risque de passer à côté de pas mal de choses. Donc c'est important, en effet, de prendre le temps de cette réflexion. Ok, ce que je te propose, Garance, c'est que, et à vous toutes également, c'est qu'on se fasse... Moi, j'ai répertorié un peu les 15 grandes affirmations que j'ai entendu quand je me suis lancée, et que j'ai pu entendre de la bouche de nombreuses femmes parmi vous avec qui j'ai la joie de partager des échanges grâce à Elle se réalise. Et à ce moment-là, on va se faire un ping-pong, et sur ces affirmations, ce qui serait précieux, c'est que tu puisses nous dire si elles sont vraies, que tu nous expliques pourquoi, ou au contraire qu'on démystifie certaines choses, ou que certaines, tu puisses nous dire non, ça c'est... Voilà, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire. Donc si ça te va,
On y va. Donc voilà. Moi, la première chose dont j'ai entendu parler, après coup, malheureusement, mais c'est la question du temps. Voilà. C'est, tu veux te lancer dans un truc comme ça? Oula, ça prend du temps. Mais du temps par rapport à quoi? C'est quoi? C'est vrai? C'est pas vrai? Alors, c'est vrai que souvent, quand on veut se reconvertir, on ne veut pas se reconvertir parce qu'on vise un projet, on veut se reconvertir parce qu'on veut quitter un job. C'est souvent la première raison. Oui. Quitter un job ou une situation parce qu'on n'est pas bien, pour tout un tas de raisons. On est en burn-out, on est harcelé, on s'ennuie, on est complètement tiraillé dans notre vie pro et perso pour gérer à la fois le boulot, la famille, etc. Donc on veut quitter cette situation. Et le problème, c'est que quand on veut quitter une situation qui est déplaisante, voire extrêmement douloureuse, on veut partir vite. C'est vrai. On est dans une urgence. On est dans une urgence. Psychologique, souvent, et morale. Exactement. Ouais. Le souci, c'est que malheureusement, une reconversion, ça prend quand même un peu de temps. Et si vous démissionnez, ou en tout cas si vous prenez des risques inconsidérés, vous risquez de vous retrouver dans une situation qui parfois peut être encore plus dramatique que la première. Donc évidemment, si vous êtes en situation de burn-out terrible, il faut vous arrêter et prendre le temps justement de construire un nouveau projet. Mais parfois, quand la situation n'est pas aussi critique, il faut tenir bon quelques mois. Une reconversion, ça peut prendre entre 3 mois, 6 mois et 1 an, voire plus. Tout dépend s'il y a un projet de formation derrière. Donc c'est vraiment ça qui va aussi allonger la durée de la reconversion. Mais je pense que le principal, c'est en effet déjà de prendre le temps de la réflexion, de poser les fondations de votre maison, en gros, c'est ça, c'est que vous allez réfléchir à quel est mon projet, et après le projet va se construire. Donc en effet, est-ce que ça nécessite de me former, qu'est-ce que ça implique au niveau de l'argent, il y a toutes les questions qui vont émerger ensuite. Mais déjà, il faut prendre ce temps-là de la réflexion, qui est un temps minimum, malheureusement incompressible, mais qui est vraiment le garant de la réussite de votre conversion, quelle qu'elle soit, changement de secteur d'activité, de métier ou création d'entreprise. Ce qui fait que là, si on a envie de le voir d'un côté positif, plutôt que ce soit quelque chose qui nous oppresse en disant « non, je peux même pas me dire que ça va avoir lieu dans le trimestre et que ce sera fait », c'est se dire que c'est en fait un cadeau qu'on se fait à soi-même et que pour une fois, alors qu'en plus on est dans un rythme de vie où tout va toujours très très vite et il faudrait aller vite et il faudrait faire les choses vite, en fait c'est se faire un cadeau en se disant « ça c'est pour moi ». C'est mon besoin, mais c'est mon projet de vie. Il va y avoir des répercussions sur tout, sur la globalité de tout ce que je vis. Et à partir de là, je vais le peaufiner, je vais le choyer, je vais le cajoler, je vais le nourrir. Voilà, mon projet, c'est lui donner vie, en fait, le conscientiser de manière à ce que ça devienne quelque chose dont on a envie de prendre soin et qu'on va nourrir au fur et à mesure, comme un enfant finalement. Oui, alors c'est en effet un cadeau qu'on se fait à soi-même, mais c'est aussi souvent quelque chose de relativement indispensable. Aujourd'hui, on n'exerce plus le même métier pendant 30 ans, 40 ans, le CDI à vie n'existe plus, donc de toute façon, quelle que soit votre situation, vous allez être amené un jour ou l'autre à changer. Voilà, je pense que ça c'est un constat qui est relativement clair. Donc la question c'est, est-ce que vous changez dans la précipitation, l'urgence, parce que vous n'avez pas voulu anticiper, ou alors en effet, est-ce que vous êtes aussi dans cette démarche d'anticipation et de vous dire, voilà, là finalement ça va pas si mal, mais je me fais ce cadeau-là aussi de réfléchir aux différentes options qui s'offrent à moi en termes de carrière, et le jour où il y a un pépin, ou alors j'en ai marre, je veux passer à autre chose, j'ai suffisamment d'outils pour amorcer cette reconversion. Mais voilà, quelle que soit la situation, que la reconversion soit subie ou choisie, tout le monde aujourd'hui va être amené un jour ou l'autre à changer au minimum une fois de métier. C'est chouette, c'est l'évolution. C'est l'évolution. Alors, autre idée qui revient, c'est justement, je n'ai pas d'idée. Voilà, je rêve de me reconvertir, de changer ce que je suis en train de vivre, mais je n'ai pas d'idée, donc ça signifie que la reconversion, la création d'entreprise ne sont pas pour moi, parce que si je n'ai pas d'idée, c'est que je n'ai pas de projet. Donc voilà, ça veut dire que voilà, il n'y a rien pour moi. Alors, il faut savoir que nous, la moitié des personnes qui viennent nous voir, des femmes en l'occurrence, n'ont absolument pas d'idée. C'est-à-dire qu'elles viennent nous voir en disant, ce que je disais tout à l'heure, je veux quitter mon job, quitter ma situation parce que ça ne va plus. Mais en revanche, je n'ai absolument aucune idée de ce que je veux faire, de ce que je peux faire aussi, des différentes options qui s'offrent à moi. Mais donc là, c'est tout l'intérêt, en effet, d'élargir le champ des possibles, parce que souvent, on a une façon de penser, on vient d'un certain milieu social, d'une certaine culture familiale, d'une certaine typologie d'entreprise, donc on est souvent un peu enfermé, cadenassé dans une réflexion, dans une façon de penser, qu'il va falloir réouvrir pour pouvoir, en effet,
ouvrir le champ des possibles et identifier les différentes options qui s'offrent à nous. Et une fois qu'on a élargi ce champ-là, on va en effet resserrer les choses petit à petit, donc c'est un peu comme un entonnoir, hein, et on va identifier finalement quel projet va se dessiner en fonction de mes valeurs, de mes intérêts, de mes motivations, de mes aspirations profondes, mais aussi bien entendu du marché, de ma situation familiale, etc., etc. Donc on part très large pour resserrer ensuite et en effet se diriger vers un ou deux projets professionnels. Ce qui fait que tout le monde a une chance, qu'on ait une idée ou pas, il faut y aller si on en ressent le besoin. C'est ça. Il faut y aller dans la recherche. Il faut y aller dans l'exploration et pas en effet s'auto-censurer c'est ça, en amont. C'est ça, pas s'auto-censurer et essayer en effet de sortir de son cadre de référence parce que tout le monde est un peu enfermé dans une certaine logique, une certaine façon de penser et c'est là qu'on peut passer à côté complètement d'un métier ou d'un secteur d'activité qu'on connaissait pas ou qui faisait pas partie de notre culture et qui pourrait être pour le coup le métier ou le job qui vous correspond le mieux. J'ai très peur de la réaction des autres et de me retrouver à contre-courant avec mes collègues ou mes ex-collègues, mes amis, et de me retrouver en marge de ce que jusqu'à présent j'ai vécu. Et voilà, j'ai très peur de tout ça. Alors, c'est sûr qu'une reconversion, c'est un changement important et donc ça peut effrayer vos proches, quels qu'ils soient. Donc, je pense que c'est important justement de les rassurer et de leur dire j'envisage ce changement, mais je sais que ça va prendre du temps, je sais que ça nécessite une maturation, une réflexion et je vais mettre en place toutes les garde-fous, les garanties pour que ce projet se réalise dans les meilleures conditions possibles. Mais il est bien évident que quand vous changez quelque chose de relativement important comme son métier, en l'occurrence on travaille 7-8 heures par jour, donc c'est un élément important de sa vie. C'est une identité sociale. C'est une identité sociale, exactement. Donc c'est quand même un changement qui peut être assez bouleversant pour tout l'écosystème dans lequel vous êtes, dans votre système familial. Mais bon, j'ai envie de vous dire, il y a un moment donné, c'est vous aussi qui êtes maîtresse de votre vie et c'est vous qui avez les cartes en main, ce qui ne veut pas dire ne pas associer les autres et ne pas en parler à vos proches, mais si vous n'êtes pas heureuse, malheureusement, la vie est courte, on passe énormément de temps à travailler, vous n'allez pas subir une situation qui ne vous convient plus jusqu'à la fin de votre vie. Donc changez, mais changez de manière réfléchie, structurée, en associant vos proches et en mettant en place toutes les garanties possibles pour ne pas prendre trop de risques. Et sachant que de toute façon, quoi qu'on fasse dans la vie, le regard des autres, on n'a aucune prise dessus et il y aura toujours des personnes qui commenteront le fait que vous choisissiez de rester dans votre vie, ou au contraire que vous choisissiez un projet de reconversion ou de création d'entreprise, et qu'en fait il faut vraiment se connecter à soi-même et comme tu le disais, voir ce qui est bon pour soi et rester maîtresse de sa vie et de ses choix, et quel que soit le regard des autres, et se protéger. En effet, puis vous savez, ça peut aussi créer beaucoup d'admiration, parce que je pense que, nous les stats le montrent, il y a quasiment 3/4 des Français qui veulent changer de métier, de secteur d'activité, donc je pense que tout le monde a cette envie-là, simplement tout le monde ne passe pas le cap pour différentes raisons, donc quand il y a une personne de son entourage qui a le courage de se confronter à ça, de réfléchir à ces questions et de se dire ça y est, j'y vais, je prends la décision, ça provoque aussi l'admiration. Donc c'est pas toujours des réactions négatives et heureusement. Donc voilà, parlez-en autour de vous, mais soyez en effet dans une réflexion profonde sur le sujet et surtout n'allez pas trop vite dans cette prise de décision. Alors justement, tu viens d'en parler, oser franchir le cap et y aller. Je manque de confiance en moi, j'ai peur d'échouer. Pour l'instant, c'est ce qui me bloque. Est-ce que je peux quand même travailler sur mon besoin de changer? Au résultat, je laisse ma peur, qui est plus grosse que mon envie, me dominer. Alors évidemment, on a toute peur quand on change, encore une fois, quand on change de métier, de secteur d'activité, qu'on crée sa boîte, c'est des changements tellement structurels que oui, ça génère de la peur, de l'angoisse, etc. L'idée, c'est que cette peur-là, cette angoisse ne vous submerge pas au point de vous paralyser. Oui. Voilà, c'est ça, c'est de ne pas être tétanisé face au changement. Mais vous savez, c'est la stratégie des petits pas, c'est-à-dire que des fois, ça nous paraît un monde complètement inatteignable, donc il faut commencer par des petites étapes en ayant un objectif global, mais se dire, ok, la première étape, c'est j'en parle à mes proches, la deuxième étape, je me fais accompagner, peu importe, mais en tout cas, il faut vraiment avoir cette stratégie des petits pas qui est plus efficace quand on a un projet un peu
important à mettre en œuvre. Et par ailleurs, c'est un peu comme on a cette bonne vieille paire de baskets qu'on adore, qui est un peu moche, un peu pourrie, etc., mais qu'on adore mettre le dimanche parce que voilà, on est hyper bien dedans. Sauf qu'au bout de 10 ans, la paire de baskets en question, il faut quand même la changer. Donc voilà, donc le confort c'est bien, c'est important de se sentir bien dans sa vie quotidienne, mais il y a un moment donné, on est aussi un peu enfermé dans ce confort-là et il faut apprendre à en sortir parce que le problème, c'est que c'est pas vous, peut-être, qui allez vous faire sortir de votre paire de baskets. Voilà, c'est peut-être parce que vous allez être licencié, parce que votre boîte va rencontrer des difficultés économiques, parce que votre métier va disparaître, peu importe. Mais vous voyez, vous pouvez aussi vous retrouver dans cette situation de subir. Oui, c'est vrai. Donc, essayez d'anticiper ce genre de situation, parce qu'évidemment, vous aurez plus d'armes, plus d'outils pour affronter le changement. Et résultat, ressentir qu'on a besoin de changer, même si on sait qu'on manque de confiance en soi, c'est peut-être à partir de là aussi l'occasion de mettre en place un travail sur soi et finalement d'intégrer ce travail de manque de confiance en soi, de cette peur de l'échec dans son projet de changement, de reconversion, de nouveaux modes de vie, en disant c'est un travail global que j'ai à faire sur moi, donc ça va participer de cet ensemble-là. Oui, en effet, la reconversion, ça a quand même cet énorme avantage de travailler aussi très concrètement sur vos expériences, vos compétences, votre expertise. Oui. Donc souvent, on a des femmes qui arrivent en disant finalement, oui, j'ai bossé 10-15 ans, mais je n'arrive pas à identifier quelle est ma valeur ajoutée, mon expertise. Sauf que nous, on va vraiment les aider à identifier très concrètement ce qu'elles ont mis en place, les réussites qu'elles ont pu avoir dans leur parcours. Donc je peux vous dire que quand elles repartent et qu'elles sont très claires sur oui, j'ai cette expertise sur le sujet, j'ai eu telle et telle et telle réussite, elles repartent évidemment avec un bagage beaucoup plus... une richesse. Une richesse et un bagage sur lequel elles vont pouvoir communiquer face à un employeur, face à un banquier, j'en sais rien, en tout cas face aux acteurs qui vont pouvoir en effet, qui vont avoir un pouvoir décisif sur leur reconversion. Donc quand on n'a pas confiance en soi, il faut se dire ok, pourquoi j'ai pas confiance en moi, et finalement il faut repartir sur des choses très concrètes. Qu'est-ce que j'ai réalisé, comment je l'ai réalisé, et c'est là qu'on se reconnecte avec ses compétences et qu'on va pouvoir en effet apprendre à les valoriser vis-à-vis de l'extérieur. Ce qui fait que ça, c'est une autre des affirmations, et là tu viens d'en parler, c'est justement quand on parle de changement, c'est le côté il y a un avant, un après. Non, c'est une évolution. Donc le bagage que l'on avait en amont, même si on ne sait plus à quoi il nous sert, ni ce que c'était, et qu'on le remet, on le rejette par rapport aux émotions qu'on ressent, c'est quelque chose qui nous appartient et dont on va pouvoir se servir de toute façon. C'est ça, mais en fait toute expérience, quelle qu'elle soit dans la vie, encore une fois, est un apprentissage. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on en fait finalement, peu importe où ça a été un échec, une réussite, c'est comment on transforme cette expérience et comment ça nous constitue en tant qu'individu, en tant que personne et en tant que, au niveau de la posture professionnelle, et surtout comment on va vendre, encore une fois, ces choses-là vis-à-vis de l'extérieur. C'est la légitimité, un projet. C'est ça, l'échec entrepreneurial, on en parlait, je l'ai vécu. Il y a deux options, soit on dit c'est un échec, j'en parle jamais, c'est quelque chose de tabou, douloureux, et je considère que je mets ça sous un petit tapis et voilà, je ne reviens pas du tout dessus. Ou alors je considère que je me suis plantée pour différentes raisons, j'analyse les raisons de l'échec et j'en fais une expérience enrichissante, valorisante. Donc tout est une question de point de vue dans la vie, mais moi ce que je veux vous dire, c'est que quel que soit votre parcours, vous avez évidemment toutes des très belles réussites qu'il faut apprendre en effet à valoriser et qui vont vous donner, qui vont vous redonner confiance en vous si vous ressentez ce sentiment-là. Autre affirmation, c'est essentiel de se faire accompagner. Alors, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que on a toute une façon de penser parfois un peu étriquée, ce qui est bien évidemment normal. Donc le fait de se faire accompagner, ça permet d'avoir un regard externe sur sa reconversion et du coup de minimiser les risques. C'est aussi une source supplémentaire de connaissances, puisque quand vous avez une consultante dont c'est le métier, elle va vous dire est-ce que vous avez pensé à tel secteur, tel métier, est-ce que vous avez pensé à ça, à ça, à ça. Évidemment, vous avez plus d'informations. Et surtout, ça permet aussi de structurer votre reconversion. On l'a vu, une reconversion, c'est un marathon, donc ça prend du temps, et parfois on se dit oh là là, mais moi 6 mois, ça me paraît loin. Je ne sais pas par quel bout commencer, je remets toujours au lendemain. Là, l'intérêt de se faire accompagner, c'est que c'est une démarche structurée dans le temps. Donc, vous savez précisément qu'à horizon 3 mois, vous aurez un projet bien ficelé,
Nous, on revoit les gens 6 mois après, donc on les suit vraiment sur le long terme. Mais ça permet de structurer votre temps, ça permet de limiter les risques au niveau des prises de décision. Et c'est aussi un moyen pour vous de mieux communiquer, encore une fois, sur qui vous êtes. Parce que quand vous repartez avec une synthèse qui récapitule toute votre valeur ajoutée, voilà, ça permet en effet de mieux se vendre lors d'un entretien d'embauche, par exemple. Donc, moi, je préconise évidemment l'accompagnement. J'ai moi-même fait un bilan de compétences qui a été extrêmement révélateur. Après, on peut aussi très bien réfléchir toute seule ou avec ses proches. Chacun a sa technique et il n'y a pas de règle absolue. Mais en tout cas, ça minimise les risques. Ça, c'est sûr. Autre affirmation, moi j'ai une idée très précise de ce que je veux faire et je suis sûre que ce métier, même si je ne l'ai jamais fait, me correspond complètement. Alors, c'est déjà bien d'avoir une idée de métier en tête et de se dire c'est ce métier que je veux faire. En revanche, attention, premièrement, est-ce que l'image que vous avez de ce métier correspond à la réalité ? Parfois on imagine, je dis n'importe quoi, que fleuriste, c'est un métier super sympa parce qu'on est avec les fleurs, on est connecté à la nature, il y a un côté créatif qui est extrêmement satisfaisant, sauf qu'on oublie qu'il faut aller à Rungis à 4h du matin, qu'on a les mains très abîmées, qu'on travaille tous les week-ends, les jours fériés, les fêtes, etc. Donc voilà, attention à ne pas avoir une image galvaudée d'un métier, d'une part, et d'autre part, vérifier que ce métier est un métier qui recrute. D'un point de vue économique, est-ce que c'est un métier qui fonctionne ? Est-ce que c'est un métier qui fonctionne dans votre région ? Parce que là encore, il y a des différences en fonction des régions. Donc vous voyez, c'est très bien d'avoir une idée, mais il faut la challenger. Il faut vérifier que cette idée est réalisable pour vous, donc au niveau du nouveau cadre de vie que ça va générer, et qu'elle est réalisable vis-à-vis du marché de l'emploi. Il faut croiser ses besoins pour l'avenir avec ses désirs et la réalité de ce métier. Mais alors justement, la réalité de ce métier, impossible d'en savoir plus avant de l'avoir fait. Autre affirmation. Alors, il y a d'autres moyens, parce qu'évidemment, vous n'allez pas devenir fleuriste pour tester le métier de fleuriste, c'est de contacter des personnes qui font ce métier. Nous, c'est ce qu'on fait en bilan de compétences, ce qu'on appelle les enquêtes métiers. Ça permet en effet de questionner, nous on a un petit questionnaire type, ces personnes-là, et de vérifier que leur réalité quotidienne correspond à ce que vous aviez en tête. Et du coup, si c'est en accord, on continue sur ce projet-là parce qu'en effet, voilà, vous êtes synchro avec l'image que vous aviez de ce métier. Si par contre il y a des choses qui posent problème, on réajuste, soit sur des métiers connexes, soit on part complètement sur autre chose. Parce que le même métier mais dans un autre secteur d'activité, ou voilà. Il y a plein de possibilités qui s'ouvrent. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à son idée pour exactement, fleuriste, l'adapter. C'est ça. À nos besoins. C'est ça, fleuriste, je reprends cet exemple-là. Si vous vous rendez compte que travailler les jours fériés, le week-end, parce qu'il faut être physiquement dans un magasin, c'est problématique, on peut envisager de créer vous craignez le froid, parce que c'est tout bête, mais non, j'ai rencontré des femmes qui se sont reconverties dans les métiers de l'artisanat notamment, et fleuristes aussi, et c'était ça, en fait, elles venaient de passer leur premier hiver, 6 mois, à être frigorifiées, à se dire, je peux pas tenir physiquement. C'est ça. Mais du coup, on peut envisager une autre option qui est de créer une boutique de vente de fleurs en ligne, par exemple. Vous voyez ? Et donc là, on est quand même moins dans le quotidien du commerce. Alors, ça reste du commerce, mais digital, c'est un peu différent. Donc, vous voyez, il faut creuser. C'est un peu dérouler la pelote de laine, en fait. Et en fait, même si on n'est pas accompagné à ce moment-là, se dire que là aussi, on mène finalement à chaque fois l'enquête pour soi et que rien n'empêche de chercher, notamment sur Internet, des personnes qui font ce métier ou dans notre quartier, et d'oser aller les voir et leur dire est-ce que je pourrais vous poser des questions et préparer souvent les personnes aiment parler de leur métier, il faut en général simplement leur transmettre l'objet de notre désir pour qu'ils sachent pourquoi ils vont nous accorder 30 minutes et leur poser vraiment toutes les questions qui nous viennent à l'esprit, mais non seulement par rapport au métier mais surtout par rapport au mode de vie, parce que souvent dans un projet de reconversion on change de mode de vie, ça fait partie de cet enjeu-là. Et c'est de vraiment chercher à voir comment vit-il, comment vit-elle, et dans le quotidien, quelles sont les répercussions de ce métier-là. C'est ça, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, quels sont les avantages, les contraintes. En tout cas, en effet, comme le disait Sandrine, il faut absolument questionner un maximum de personnes. Ne voyez pas qu'une seule personne sur le métier en question, mais au moins 2 ou 3 pour avoir encore une fois un maximum d'informations. Mais il faut se confronter, ça c'est très important, à la réalité du métier et ne restez pas avec un projet en tête qui reste un projet
hypothétique, parfois idéalisée ou erronée, donc en tout cas confronter toujours l'idée que vous avez avec la réalité. Autre affirmation, je me dis que si aujourd'hui j'ai cette envie de changement, c'est que ce que j'ai fait avant, je me suis trompée dans mes choix, j'ai raté ma première partie de vie professionnelle, bref, c'est un échec et c'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui dans ce besoin de changer. Oui, donc oui, en effet, alors la question c'est quoi par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment en fait un échec de se dire tiens, ce que j'ai vécu avant, ça ne me correspond pas? Alors non, parce que déjà, tout notre parcours professionnel n'est pas toujours un choix conscient. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une situation parce que c'est une opportunité, ou alors c'est un peu par hasard, on nous a proposé un job, ou alors il y avait des contraintes que vous aviez à l'époque et que vous n'avez plus aujourd'hui. Donc, on a toutes, je pense, eu un parcours qui n'a pas toujours été conscientisé. Donc là, finalement, c'est pas important. Ce qui compte, en effet, c'est aujourd'hui de ne plus subir une situation et de vraiment reprendre la main sur votre parcours professionnel. La question, c'est finalement quels ont été les critères de choix à l'époque où vous avez fait ces choix-là, et voir si ces critères de choix sont encore d'actualité aujourd'hui. Et souvent, en fait, c'est ça qui a évolué. Et c'est en ça que bien souvent, le but n'est pas de rejeter sa première partie de vie professionnelle, au contraire, c'est de se dire dans le contexte de l'époque que j'ai choisi ou non ce métier, c'était ce contexte-là, ça me correspondait ou pas, mais en tout cas, je l'ai fait. Et donc, à partir de là, c'est aussi ce dont tu parlais tout à l'heure, ce bagage qui est une vraie richesse, parce qu'en fait, on l'a vécu, on est devenu, on a exercé ses talents dedans, on a de l'expérience là-dedans, et quoi qu'il en soit, même si on s'est retrouvé dans un métier avec que des chiffres, alors qu'en fait, on se dit, j'ai détesté les chiffres toute ma vie, et j'ai fait ça, ouais, mais ça va être hyper précieux pour justement mettre en place son prochain projet. Et si on monte une entreprise, ce sera d'autant plus précieux, par exemple, de maîtriser les chiffres, et en fait, il y a toujours une valeur ajoutée à ce que l'on a vécu précédemment. Tout à fait, c'est ça, l'idée, c'est d'extraire de votre parcours tout ce que vous avez appris, même si vous ne voulez pas le réutiliser aujourd'hui, ça c'est pas si important que ça. Ce qui compte, c'est ce que vous avez appris, si vous voulez le réutiliser ou pas, et donc on fait ce tri par rapport à toute cette information, parce que quand vous retracez tout votre parcours professionnel, à moins que vous soyez étudiante et que vous ayez très peu d'expérience, mais en tout cas quand on a 10-15 ans, on peut avoir déjà fait plusieurs métiers, avoir évolué dans plusieurs secteurs d'activité, donc il faut en effet faire tout le déroulé et réfléchir à ce qu'on va retirer de cette expérience pour, là encore, reconstruire la fondation de la nouvelle maison. On a une question qui est: la transition peut-elle se faire en douceur afin de tester son prochain métier, et notamment par exemple par un statut d'auto-entrepreneur? Alors, la transition peut se faire en douceur, oui, tout dépend de votre situation actuelle. Est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes demandeur d'emploi? Est-ce que vous êtes dans un temps plutôt détendu, ou au contraire dans l'urgence financière? Donc ça dépend vraiment de votre situation. Et le statut d'auto-entrepreneur, ça peut être en effet un moyen de tester peut-être une création d'entreprise sans prendre de risques. Par exemple, vous pouvez être salarié et auto-entrepreneur, ou demandeur d'emploi et auto-entrepreneur. Donc oui, tout ça est cumulable, et ça permet en effet de tester deux situations en parallèle pour ne pas prendre trop de risques. Et puis le jour où votre activité d'auto-entrepreneur évolue, voire explose, ce que je vous souhaite évidemment, vous pouvez arrêter votre job de salarié ou quitter votre situation actuelle. Donc oui, la transition peut se faire en douceur. Et en effet, le statut d'auto-entrepreneur peut être un moyen d'accéder à l'entrepreneuriat avec une prise de risque limitée. D'accord. Autre affirmation: je devrais suivre tous les conseils que je vais recevoir. Alors, non, évidemment, parce que dès que vous allez parler de la reconversion, vous allez voir que tout le monde a son avis sur la question. Alors, évidemment, il faut écouter les autres, il ne s'agit pas d'être enfermé dans sa bulle, mais en revanche, vous allez être noyé d'informations. D'ailleurs, que ce soit par les proches ou aussi par vos recherches, dès que vous allez creuser sur le net reconversion, métier, etc., vous allez avoir tout un tas d'informations, et la question c'est: qu'est-ce que je fais de cette information? Donc il faut trier l'information, et ensuite il faut la hiérarchiser. D'où l'importance de l'accompagnement, si vous êtes un peu mal à l'aise par rapport à ça, parce que nous, ce qu'on fait, c'est vraiment ça. On élargit, comme je le disais, on creuse toutes les options possibles, et ensuite on fait le tri. Parce qu'il faut vraiment hiérarchiser les informations pour décider d'un plan d'action. Si par exemple je me reconvertis vers un métier qui nécessite des compétences que je n'ai pas,
comment je trouve ces compétences? Est-ce que je me forme? Est-ce que je me lance dans le métier sans savoir et j'apprends sur le tas? Mais est-ce que c'est possible de le faire? Enfin, Complètement. voilà, donc il y a tout un tas de questionnements qu'il faut avoir et qu'il faut trier, y compris tous les conseils des proches qui parfois sont aussi très contradictoires. Voilà, mais eux projettent aussi leur inquiétude, leur désir, ou même au-delà des inquiétudes, ils projettent leur envie de partager. Moi, par rapport à cette partie sur les conseils, effectivement, je sais en me retrouvant projetée dans la création d'entreprise, que je n'avais pas forcément anticipé au début quand j'ai plaqué ma première vie professionnelle, j'ai beaucoup entendu tu n'y connais rien, tu redémarres à zéro, l'entrepreneuriat c'est très spécifique et donc il va falloir que tu suives les conseils que tu vas recevoir. Comme j'ai tendance à aimer apprendre, je me suis dit bah oui bien sûr, le côté bon élève a repris le dessus à ce moment-là. Et c'est vrai que moi sur les conseils, aujourd'hui, 3 ans plus tard, ce que je vois c'est qu'on a toujours besoin d'experts qui ont des spécificités techniques sur un champ de compétences. Et notamment dans la création d'entreprise, on va s'entourer d'un expert comptable ou d'un avocat. Mais on parle de conseils dans ces moments-là. Pour moi, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de poser une question technique sur un besoin particulier qu'on a et avoir une réponse technique et se dire que la personne souvent a très envie elle aussi de nous donner sa réponse en disant mais tu vois tu devrais faire ça. Et en fait, c'est pas tu devrais faire ça, c'est dire à ma question, là, qu'est-ce que je dois faire, quel statut, quel machin, c'est quelles sont factuellement les réponses. Et moi, derrière, toute seule, je ferai le choix parce que finalement, tu parlais d'être maîtresse à bord, de rester maîtresse de sa vie. C'est pareil, quand on monte son projet, on est la seule finalement à avoir la vision globale de tous les enjeux de son projet. Et que parfois, même une réponse technique sur un statut où on va peut-être être amené on est en train de divorcer, on est en train de vivre quelque chose qui fait que ce que l'on va vivre va changer et il n'y a que nous qui le savons. Donc moi je sais qu'aujourd'hui je ne pose plus mes questions de la même manière quand j'ai des besoins aux professionnels et je n'attends plus les mêmes réponses. Je suis devenue plus focus et j'ai repris en fait la main en me disant je suis la seule à devoir... mais souvent on a besoin d'être rassuré, alors on aspire à avoir des conseils mais effectivement, et c'est là où dans l'accompagnement dont tu parles, être peut-être à ce moment-là accompagné par un coach vous permet de refaire le point sur les différentes informations que l'on reçoit et dont on est abreuvé pour se dire waouh, moi, de quoi j'ai besoin et mon projet surtout, de quoi a-t-il besoin lui. Alors, en effet, il faut garder sa ligne. J'en avais gros sur le cœur parce que ça a été éprouvant de faire le tri sur tous justement ces conseils qu'on reçoit. Non, mais je comprends bien ce que tu veux dire, mais je pense que le principal, c'est de garder sa ligne directrice pour ne pas trop dévier, pour ne pas se perdre, mais ça sous-entend de réfléchir à cette ligne. Ouais. Finalement, quel est qu'est-ce qui va guider cette reconversion et donc ça veut dire réfléchir vraiment à tous les critères qui sont importants et une fois que vous avez réfléchi à ça, finalement vous avez cette ligne directrice, donc oui vous allez peut-être un peu dévier à gauche ou à droite, peu importe, mais vous n'allez pas vous laisser aspirer et noyer par les conseils des autres. Ça c'est le premier point. Pardon, par rapport à ça, il faut penser à revoir régulièrement, à coucher par écrit cette ligne directrice pour pouvoir régulièrement aller la voir dans les périodes de... Bien sûr. Parce que c'est très précieux. Et puis cette ligne, elle va être amenée aussi à bouger, parce que votre vie va bouger, vos proches vont bouger, donc évidemment rien n'est figé, mais en tout cas il faut quand même réfléchir là encore à la fondation, parce que si vous ne réfléchissez pas à ça, vous allez être, en effet, c'est dès qu'il va y avoir un coup de vent à gauche, vous allez à gauche, dès que vous allez avoir un coup de vent à droite, vous allez à droite, donc vous allez vous perdre dans la masse d'informations qu'on va vous donner et vous allez vous effondrer. Donc voilà, réfléchir à cette ligne directrice de manière assez structurée. Et deuxièmement, attention sur le sujet de l'entrepreneuriat. On est souvent très focus sur le statut, la partie réglementaire, etc. Tout ça pour moi n'est pas un sujet. En tout cas, ça le devient quand la boîte elle est déjà un peu avancée. Le vrai sujet, c'est votre modèle économique. Et c'est encore plus pragmatique que ça, c'est comment vous trouvez des clients. C'est ça. C'est que ça le sujet. Donc ne vous perdez pas. Nous, on a plein de femmes qui nous disent « Ça fait 6 mois que je réfléchis à mon statut, excuse-moi, que je réfléchis à mon statut, que je sais pas, voilà, le modèle fiscal qu'il faut... » Non, tout ça, on s'en moque. Ça se change en plus. Les choses ne sont pas figées sur ces choses-là. En revanche, si vous n'avez pas de modèle économique, si vous ne savez pas comment trouver vos clients,
je vous assure que quel que soit le statut que vous allez avoir, auto-entrepreneur, SASU, SARL, EURL, etc., ça ne marchera pas. Donc ne perdez pas trop de temps à réfléchir à votre super beau site internet, à vos belles cartes de visite, etc. Tout ça, c'est relativement accessoire. Soyez très focus sur votre modèle économique et comment vous trouvez vos clients. Il n'y a que ça qui compte, le reste. Alors ça, c'est un conseil extrêmement précieux que moi j'aurais bien aimé avoir il y a 3 ans, d'autant que derrière ce qu'on m'a effectivement dit, parce qu'on nous pousse dans ces moments-là à vraiment préparer cette première partie par rapport à l'entreprise, en ayant l'impression que dès qu'on aura les statuts, que l'entreprise sera créée, ça va s'enchaîner. C'est faux, et non seulement il faut chercher, la première chose c'est les clients. Est-ce que je vais en avoir? Est-ce que je sais les chercher? Est-ce que j'aime faire ça? Et à partir de là, c'est seulement quand les contrats sont décrochés que l'on ouvre sa société et qu'on se penche sur la question des statuts. Mais ouvrir une société et passer 6 mois de réflexion là-dessus et après s'apercevoir qu'effectivement ça ne nous correspond pas du tout, d'aller prospecter, de rechercher, c'est le cauchemar. C'est ça. Et donc la dimension commerciale est une dimension fondamentale de l'entrepreneuriat. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec cette notion, c'est pas rédhibitoire, mais il faut réfléchir à comment je fais pour trouver des clients, comment je fais pour me vendre, parce que la création d'entreprise, peut-être m'associer, mais la création d'entreprise, c'est évidemment un cadre de vie, un projet de vie, c'est aussi défendre des valeurs, c'est défendre une cause éventuellement, mais sans modèle économique, vous ne défendrez pas votre cause, vous voyez, donc il faut absolument réfléchir à cette question-là. Et souvent, les femmes ont plus de mal parce qu'elles sont aussi moins à l'aise avec l'argent, moins à l'aise avec la négociation. Mais il va falloir se saisir de cette question-là pour que votre projet de création de boîte fonctionne. On parle d'argent, autre affirmation, ça va me coûter cher, une reconversion ou une création d'entreprise. Alors, il y a 2 choses. Déjà, il faut savoir qu'en France, on est relativement protégé, donc c'est-à-dire que tous les dispositifs d'accompagnement et de formation sont quasiment tous pris en charge. Vous avez le conseil en évolution professionnelle, vous avez le bilan de compétences, la formation, il y a différentes formes de formation, vous pouvez être prise en charge dans le cadre de votre compte personnel de formation. Donc déjà, tout l'écosystème de la reconversion est quand même quasiment à 100% financé. Donc ça vous évite déjà de dépenser de l'argent sur ce point-là. Après, il y a la question en effet du temps de votre reconversion et de ce que ça implique en termes de rémunération. Si vous démissionnez et que vous envisagez un projet qui va se mettre en place dans 1 an, évidemment, il faut réfléchir à comment je vis toute cette année-là. Est-ce que j'ai un peu de sous de côté? Est-ce que j'ai le soutien de mes proches ou pas? Est-ce que je peux faire un emprunt? Peu importe. Mais il faut anticiper le temps de la reconversion, votre situation en amont et votre situation envisagée. Mais il y a 2 choses. Il y a tout ce qui est dispositifs d'accompagnement qui, pour le coup, sont pris en charge. Donc ça, c'est quand même déjà un point positif. Et puis, en effet, il y a votre trésorerie à gérer pour voir comment résoudre un problème éventuel. Alors, juste avant d'enchaîner avec les 2 dernières affirmations, j'ai et Frédéric qui partage son témoignage avec j'ai fait plein d'actions à tort et à travers pour trouver, mais ce qui m'a le plus aidé, c'est de m'auto-observer en oubliant tout ce que je pensais sur moi. 1. Quel sujet m'anime depuis longtemps, avec la curiosité insatiable sur le sujet, ce que je lis, ce que je retiens, ce qui me touche. 2. Quelles sont mes qualités profondes, mon talent. Et 3. Quels besoins a la société actuelle, suivre les évolutions sociétales et les gens qui paieraient pour cela. Merci beaucoup Frédéric pour ce témoignage qui effectivement rassemble un peu tout ce que tu nous transmets depuis tout à l'heure. C'est ça, exactement. Elle touche du doigt vraiment le point fondamental qui est comment je connecte mes aspirations avec la réalité du marché, d'un client, d'un employeur, peu importe, mais comment je fais en sorte que les 2 soient connectés. Et c'est là où en effet la reconversion fonctionne parce qu'on est à la fois connecté avec soi-même, donc on est plus heureuse et on est quand même en phase avec la réalité professionnelle. Donc c'est là où j'espère en tout cas que Frédéric vit un joli succès de son côté. Je reviens sur l'entourage familial dans les affirmations. Personnellement, quand j'ai fait ma formation à la création d'entreprise, on m'a accueilli avec vous savez Sandrine, préparez-vous peut-être et même il y a de fortes chances que vous divorciez car la majorité des femmes entrepreneurs que nous accompagnons finissent par divorcer. C'était un peu violent. Est-ce que vraiment je risque de divorcer si je me lance dans un changement de projet de vie et que jusqu'à présent mon couple va bien? Si c'est un élément détonateur, c'est possible, mais sinon, est-ce que ça a un lien? Alors, tout changement, quel qu'il soit, que ça soit une reconversion, l'arrivée d'un enfant,
une maladie, enfin tout changement dans sa vie, oui, peut provoquer comment dire, une déstabilisation de votre couple. Bien sûr. Et en effet, voilà, peut tout faire exploser en vol. Mais en même temps, je suis pas sûre que si vous arrivez le soir en étant hyper malheureux, en pleurant, déprimé, démotivé parce que votre job vous ennuie ou au contraire c'est l'horreur, je suis pas sûre que votre couple survive aussi à ça. Vous voyez, donc bon. Ce qui est sûr, c'est que quand on est dans ces périodes-là, on est souvent dans une période de donc, profonde remise en question, de doute, il y a beaucoup de peur, il y a du stress. Quand on entend ce genre d'affirmation, on la balaye. Parce que comme tu le dis, tout ce qu'on est amené à vivre dans la vie, de toute façon, prête à risquer de voir les choses changer et avoir des répercussions. Donc on ne se rajoute pas des peurs supplémentaires. Et divorce ou pas divorce, voilà, c'est votre histoire et celle de votre partenaire, conjoint, mari, si c'est le divorce. Mais voilà, il y a des affirmations qui font mal. Et bien là, il faut les balayer. Il faut les balayer. Alors, encore une fois, il ne faut pas faire cette reconversion sans en parler à la personne qui vit à vos côtés, parce que ça va évidemment avoir un impact. Mais franchement, si la personne qui vit à vos côtés voilà, ne vous suit pas dans ce projet et que vous l'ayez anticipé, réfléchi, que ça a du sens pour vous, que ça vous permette d'être plus heureuse, bon, de toute façon, peut-être qu'il faut se poser des questions sur la stabilité du couple. Mais voilà, moi, je pense que quel que soit le changement dans la vie, bah oui, ça provoque des bouleversements, des rapports différents, et donc en effet ça peut provoquer ça, mais voilà, je pense qu'une femme qui n'est absolument pas heureuse, voire même en souffrance dans son job, de toute façon, voilà, ça déstabilisera aussi votre histoire personnelle. Donc, Frédéric nous posait une question, jusqu'où aller dans son plan, détail, durée, sachant que la démarche est aussi de tester des services, produits, et de pivoter ou affiner en fonction du résultat. Alors, Valérie pose, c'est Valérie Frédéric, pardon. Frédéric pose une question très juste. C'est jusqu'où on va dans le test sur l'entrepreneuriat. J'ai l'impression que c'est vraiment dans le cadre d'un projet d'entreprise. Alors moi j'ai un avis assez tranché et pas très politiquement correct sur le sujet. On adore ça quand c'est pas politiquement correct. Moi j'ai été beaucoup accompagnée par des incubateurs qui par ailleurs sont très bien, et vraiment je critique pas du tout le fait qu'ils existent. Je pense que ça peut être utile à beaucoup de femmes, donc c'est vraiment bien que ces structures là existent. En revanche, moi ce que j'ai vécu, c'est que j'ai été accompagnée très longtemps et qu'en fait, notamment pour Happy Families, on s'est pour autant complètement vautré, donc pour parler un peu crûment. Donc si vous voulez d'être accompagné très longtemps, pendant 6 mois, 1 an, de réfléchir à un projet qui est encore un projet très conceptuel, qui est enfermé dans votre tête, mais qui là encore n'est pas confronté à la réalité d'un marché, le problème c'est que vous risquez de perdre un temps fou, de travailler sur un projet qui en fait sera complètement à côté de la plaque. Donc moi j'ai envie de vous dire, essayez de vous lancer assez vite, si possible à petite échelle, et encore malheureusement il y a des projets où on est obligé de lancer à grande échelle, mais ne soyez pas dans la réflexion toute seule, même avec des incubateurs qui parfois connaissent l'entrepreneuriat un peu de loin, pas tous évidemment, hein, mais voilà. Donc moi je suis plutôt partante, je préconise plutôt de tester son marché assez vite et ensuite de réajuster si besoin. Mais en tout cas, il faut vraiment ne pas rester dans la réflexion pendant des mois, des années, parce que c'est complètement inutile et vous risquez de tomber complètement à côté une fois que vous allez démarrer votre projet de création d'entreprise. Tu nous parles justement d'Happy Family. Toi, dans ce que tu as vécu, c'est conceptuellement, ça a plu à tout le monde. Tu as participé aux premières campagnes de crowdfunding et ça a été un carton. Avec ton associé, vous avez été suivi par des banques, vous êtes passé, après des mois et des mois de maturation du projet, vous êtes passé dans la réalité concrète. La presse était dithyrambique, vous aviez toute la presse magazine à vos côtés, la télé aussi, vous avez eu des sujets. En fait, sur le papier, c'est waouh, tu avais 2 entreprises, une qui brillait complètement et qui cochait toutes les bonnes cases pour la réussite, et l'autre qui marchait, mais voilà, sans attirer. Et aujourd'hui, c'est l'autre qui permet de toi te faire vivre, mais d'employer plein de personnes aussi. Et Happy Families, tu as fait le choix Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la différence entre cette réalité qui se transforme en illusion finalement quand on creuse un peu? Alors, en effet, il faut distinguer le glamour d'un projet professionnel ou d'une boîte. Là, en l'occurrence, Happy Family, c'était le cas. C'était un projet relativement ambitieux, créé par une sœur et un frère, un projet pour les familles, qui était complètement dans l'innovation sociétale, qui a été
en effet encensé par les médias, etc. Donc tout ça c'est très sympa sur le papier, moi j'étais très contente, sauf que la réalité économique était bien plus rude que ça, et en effet le modèle économique n'a jamais été validé. Et d'ailleurs, je reçois encore aujourd'hui franchement, entre 10 et 15 messages de femmes et d'hommes qui veulent créer des concepts équivalents. Malheureusement, je m'excuse, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, pardon. Mais qui ne prennent pas conscience, en effet, de la réalité économique, qui est, c'est un modèle d'innovation. Donc, dès qu'on est sur l'innovation, c'est quand même une prise de risque phénoménale. On est sur un secteur de la petite enfance qui est, en France, très subventionné. Donc, les gens n'ont pas ou peu l'habitude de payer le vrai prix réel, des services apportés. Que vous apportiez, vous, justement, chez Happy Families. Que nous, on apportait chez Happy Families. Enfin, voilà, il y a tout un tas de critères, évidemment, qu'on a identifiés a posteriori. Mais en effet, ça a été un choc monumental. On a perdu énormément d'argent. Voilà, puis la chute a été d'autant plus rude qu'on a été encensé. Donc, en effet, il faut pourtant, vous avez été accompagné. Et pourtant, on a été accompagné par des incubateurs très bons. Mais vous voyez, on a passé 1 an à réfléchir à l'impact social du projet, ce qui était notre moteur à nous. On voulait vraiment avoir un impact sur les parents et en particulier sur les femmes, sans réfléchir finalement à comment on paye nos équipes, comment on se paye soi-même, etc. Donc il y a quand même un petit problème de hiérarchisation là encore, tant que le modèle de priorité, tant que le modèle économique n'est pas éprouvé, tant qu'il n'est pas validé, il n'y a rien d'autre qui compte. Tout le reste, c'est vraiment accessoire et c'est pas ce sur quoi vous devez vous focaliser. Et on parlait tout à l'heure de l'envers du décor d'un métier. Ce qui est fou, c'est que dans tes 2 entreprises, tu étais au contact avec de la clientèle, puisque chez 5A Conseil, vous vendez des accompagnements, des bilans de compétences. Et pourtant, tu m'as dit, nous n'avions pas conscience de ce contact clientèle pour Happy Families, où c'était encore autre chose. Et finalement, sur le papier, les mots sont les mêmes, c'est un rapport à la clientèle, mais dans le concret, c'était 2 métiers différents. C'est ça, en fait, j'ai fait tout le contraire des conseils que je vous ai donnés, en fait. Donc, c'est rassurant parce que ça vient de la pratique. Et ça c'est du pratico-pratique maintenant, les conseils. C'est ça, donc c'est-à-dire que nous, on a imaginé ce projet sur le papier qui était un projet très sympa sur le papier, sauf que la réalité, en effet, c'est une réalité qui est très dure, qui est une activité de commerce. Donc vous êtes ouvert 7 jours sur 7, vous travaillez les jours fériés, vous êtes physiquement constamment face à la clientèle, donc debout. Toutes celles qui travaillent dans le commerce le savent, hein, c'est un métier qui est physiquement difficile, qui est dur. Le niveau d'exigence des clients est de plus en plus élevé et c'est tant mieux, mais ça veut dire que ça nous met une pression qui est quand même très importante, d'autant plus quand on est sur un modèle qui ne fonctionne pas, où il n'y a plus d'argent qui rentre, etc., etc. Donc voilà, donc clairement entre l'image qu'on avait, qui était une image très sympa sur le papier, très glamour et qui donnait envie à tout le monde voilà, d'y adhérer, et la réalité quotidienne, il y avait un gap qui était absolument colossal et qui était très dur du coup à gérer aussi pour nous, parce que en effet voilà, il fallait switcher de l'un à l'autre en permanence entre ces 2 choses là. Moi je faisais une interview pour France 2 et puis après on allait se retrouver à faire nos comptes et on voyait qu'on perdait des sommes colossales. Donc vous voyez, cette contradiction, elle est en effet très dure à gérer. Mais ça peut faire partie de votre quotidien. Je ne vous le souhaite pas, évidemment. Mais en tout cas, il faut tout faire pour que, en effet, vous ne soyez pas confrontés à ces difficultés-là. Et en plus, tu soulignes, en fait, une autre réalité importante. C'est ce que l'on a toujours l'impression, en tout cas, on se dit, quand on parlait de manque de confiance en soi ou du doute, que pour les autres, enfin, une autre est en train de mieux y arriver, telle autre fait ça, son projet est mieux, se développe mieux. En fait, les jours où on est dans la période 100, il faut éviter de regarder comment ça se passe chez les autres. Il faut peut-être éviter ce jour-là de se connecter sur les réseaux sociaux ou de parler parce qu'on est renvoyé des images où en fait on ne sait rien de la réalité qu'il y a derrière, et nous-mêmes ça va nous faire douter, alors que si ça se trouve l'autre est en train de vivre le même cauchemar de son côté, mais on s'auto-alimente dans les choses qui vont produire et générer encore plus de doutes, encore plus de stress, et finalement on va finir par s'auto-saboter en se couchant le soir et en se disant je suis nulle, j'arrête tout, moi ça se développe pas. Donc effectivement, entre ce que l'on voit, tu parlais du JT de France 2, waouh, et sauf que toi tu savais que derrière c'était le cauchemar pour vous, et que voilà, il faut toujours réussir à se protéger de la projection que l'on peut se faire soi-même de ce que les autres vivent.
Alors oui, il faut en effet être prudent sur l'image que vous renvoient les autres, qui ne correspond pas toujours à la réalité. Et moi, en tout cas, c'est la raison pour laquelle je témoigne aujourd'hui sur cette expérience parmi d'autres, parce que voilà, je tiens à dire que malgré la presse, malgré le côté glam, etc., ça n'est pas toujours la réalité, et ça a été un parcours vraiment du combattant. Après, encore une fois, ça reste très positif et moi j'ai beaucoup appris et c'est ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui aux femmes. C'est qu'est-ce que j'ai appris et finalement leur éviter de faire les mêmes erreurs. Oui. Voilà, c'est ça, c'est précieux, merci. Mon envie profonde. C'est évidemment de faire en sorte que d'autres femmes ne vivent pas la même situation que moi. Si ça peut être utile, c'est toujours ça de prix. Mais en effet, j'ai un discours un peu transparent, un peu cash, qui ne correspond pas toujours à ce que les médias véhiculent habituellement parce qu'un changement, que ce soit une création de boîte, une reconversion, moi j'ai vécu les deux, des créations de boîte et des reconversions, oui c'est difficile, mais en même temps c'est génial parce que voilà, moi je me suis jamais sentie autant heureuse dans ma vie, j'ai l'impression que tout est enfin aligné, je vais bientôt avoir 40 ans, donc vous voyez, je suis pas non plus... on franchit le cap. Voilà, on franchit le cap, mais... Et on survit. On survit heureusement, mais et voilà, on s'épanouit. Et on s'épanouit. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut parfois un peu de temps, un peu chuter. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il faut qu'il tombe 4, 5, 6, 15 fois avant d'être debout sur ses jambes et vraiment de marcher de manière solide. Oui. Et comme chaque enfant, chacun a son rythme. C'est pareil pour un projet. Chaque projet a son rythme. C'est ça. Et il faut se concentrer sur soi. Il faut réussir à rester concentré sur soi. Exactement. Soyez focus. La dernière affirmation, c'est je vais faire des choix en amont. Et on me dit que je vais devoir faire des sacrifices. Comment ça en fait? Oui, alors évidemment, encore une fois, tout changement nécessite des choix et quand on fait un choix, on sacrifie une option par rapport à une autre. Ça c'est mathématique et c'est évidemment extrêmement logique. Donc oui, il y a des sacrifices à faire. Donc par exemple, moi je ne me suis pas payée pendant très longtemps, j'ai perdu une partie de ma couverture sociale, j'ai eu une vie amoureuse que j'ai mis clairement entre parenthèses à un moment donné. Enfin oui, il y a toujours des sacrifices dans ce qu'on fait. Après, la question, c'est est-ce que ce sont des sacrifices conscientisés, c'est-à-dire qu'on en a conscience et on fait ce choix-là d'être focus sur autre chose que sur le point qu'on a éventuellement mis de côté, ou alors est-ce que c'est subi et là, en effet, ça peut être vécu comme quelque chose de très douloureux, mais dans la vie, oui, il faut... je ne sais pas si vous connaissez ce test qui est vraiment très révélateur. Vous tapez sur Google Chamallow test enfant et vous allez voir, il y a un petit test qui a été fait, c'est génial, c'est un petit test qui a été fait auprès d'enfants. On leur donne un chamallow, donc des enfants entre 2 et 7-8 ans je crois, on leur donne un chamallow et on leur dit si tu tiens 20 minutes je crois, tu pourras avoir un deuxième chamallow, si par contre tu le manges tout de suite tu ne pourras pas avoir le deuxième chamallow. C'est très intéressant parce qu'on voit ceux qui se goinfrent tout de suite et ceux qui tiennent, donc ils font un sacrifice, ils ne mangent pas leur chamallow tout de suite pour avoir un deuxième chamallow plus tard. Donc c'est ça aussi la question, c'est votre rapport à la frustration, comment vous allez accepter à un moment donné de votre vie de mettre des choses de côté, entre parenthèses, pour viser un projet plus satisfaisant, un projet plus grand, un projet plus... Son propre moteur pour le quotidien. C'est ça, votre propre moteur. Donc, encore une fois, il faut bien identifier quels sont vos leviers à vous de motivation, qu'est-ce qui vous fait lever le matin, qu'est-ce qui vous motive. Et je peux vous dire que quand ça, c'est clair pour vous, vous accepterez de ne pas manger tout de suite le chamallow. En fait, et d'attendre. On ne pensera même pas dans ces moments-là. Enfin, on laisse... Vous pouvez y penser parce que c'est des sacrifices qui parfois peuvent être quand même lourds et difficiles, mais c'est toujours plus facile de se dire ok, je fais cet effort-là parce que je sais derrière il y a autre chose dans ma vie de plus grand, de plus satisfaisant, de plus heureux, de plus épanouissant, et donc je fais le choix. Correspond aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera toujours ce même moteur. En fait, là, on enclenche quelque chose qui permet de suivre, de se réaliser tout au long de sa vie, et non pas il y a le moment présent, mais on sera peut-être amené à le revivre, et c'est même dans ce test du chamallow, ça veut dire que si on l'a fait une fois, on sera capable de le refaire. En fait, alors en tout cas pour les enfants, ça a été prouvé, c'est que les enfants qui résistent le mieux à la frustration et qui sont en capacité en effet à se projeter sur le long terme sont en effet des adultes plus tard qui résistent mieux à la frustration et qui construisent des projets plus solides et sont aussi souvent plus épanouis. Ça amène une capacité de rebond et donc de résilience et c'est précieux. Exactement. Comme on arrive à la fin de ce petit déjeuner interactif, je vais te lire quand même, Garance, Sylvie qui te dit « Moi j'ai adoré le salon de coiffure Happy Families pour mon fils et moi.
pas trouvé mieux depuis. Merci Sylvie de le dire à Merci, Garance. c'est tellement gentil. C'est génial. C'est parce qu'on a eu beaucoup de critiques de clients et parfois justifiées pour les raisons que j'ai évoquées. Et donc c'est vraiment adorable et très gentil. Ça me fait chaud au cœur d'avoir des retours comme les vôtres. Voilà, qui montrent qu'on a quand même été un peu utile et qu'on a apporté des petits moments de satisfaction comme ça pour des parents, des mamans, des enfants, en tout cas tous les clients qui sont venus nous voir. Donc merci infiniment pour ce retour. Et Frédéric qui te dit merci Garance d'avoir partagé tes enseignements avec sincérité et humilité. Justement, tu parlais des médias qui mettent pas en avant la vraie réalité, souvent, qu'il est mieux s'arrêter au titre un peu accrocheur, glamour et sexy. Pour le coup, voilà, c'est l'enjeu d'Elle se réalise en tant que média. C'est de partager et d'informer à travers la vraie réalité. Ça ne veut pas dire que ça devient négatif. Au contraire, ça devient des outils très concrets et très justes pour rendre sa réalité encore meilleure et réussir justement à réaliser ses projets, ses rêves, ses envies et pouvoir inspirer en partageant les expériences et en transmettant son vécu. Et c'est là où c'est précieux. Et merci beaucoup Garance de l'avoir fait à nouveau aujourd'hui. Merci à toi et merci de permettre en effet cette parole-là qu'on entend, comme tu le disais, pas très souvent. Donc c'est vraiment la qualité de Elle se réalise de mettre en avant des parcours un peu plus atypiques et qui correspondent souvent au questionnement des femmes. Et qui correspondent, moi c'est la baseline d'Elle se réalise à la vraie vie. Et qui correspondent à la vraie vie. Et aujourd'hui on a besoin de ça, c'est de savoir comment ça se passe dans la vraie vie pour pouvoir ajuster ce que l'on est en train de faire et le réussir du mieux possible. Merci à toutes d'avoir été là. Merci à toutes. C'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Et même si chaque matin il y a le stress dans ces moments-là, enfin plutôt le trac et de se dire waouh, mais c'est génial, on va à nouveau partager un vrai moment de partage et entre nous toutes. Ce que je vous propose, moi, c'est que je vais sur le site Elle se réalise, je vais vous écrire pour partager et qu'il y ait une trace, les 10 clés essentielles de ce que l'on a partagé ensemble ce matin, de ce qu'il faut retenir. Vous pourrez les garder avec vous, les consulter, vous pourrez les imprimer, c'est votre petit roadbook et voilà, à chaque nouveau café interactif, petit-déj, parce qu'il n'y a pas le café, mais voilà, j'espère que vous le prenez de votre côté, et bien vous aurez derrière le roadbook qui reprendra toutes les clés. Et vous pourrez vous faire votre propre manuel de réalisation de vie de vous-même. Et puis on se dit à très bientôt. Je vais regarder dans les dates parce qu'avec tous ces ponts, il va falloir qu'on trouve les dates, mais ça va être un plaisir de vous retrouver. Alors 5A conseils pour Garance, vous pouvez retrouver sur le site, vous pouvez téléphoner ou donc vous connecter www.5aceil.com et à ce moment-là remplir vos demandes même à toute heure puisque le digital permet ça. Donc si vous avez des questions, vous téléphonez ou vous écrivez à Garance via le site 5A conseil et puis Elle se réalise, vous pouvez vous connecter pour avoir de l'information ou du partage d'inspiration tous les jours sur cette page Facebook. On est aussi sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn quand j'arrive à le dire. Et voilà, il y a le site, il y a le blog également, donc n'hésitez pas. Et puis, ce que je vous propose aussi, c'est que j'ai très envie de recevoir l'une d'entre vous on parle reconversion, création d'entreprise. J'aimerais beaucoup partager ce moment avec l'une d'entre vous qui aurait envie de témoigner de sa reconversion professionnelle, une autre qui pourrait avoir envie de témoigner de sa création d'entreprise. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail à sandrine@elserealise.com et je serai ravie de faire votre connaissance et de pouvoir échanger avec vous et de vous recevoir ici. Ça pourrait être chouette de partager un moment comme ça. D'ici là, moi ce que je vous dis, c'est prenez soin de vous. Voilà, c'est précieux. Et puis à très bientôt. Passez une bonne journée. À bientôt. Merci à toutes. Au revoir et à bientôt sur Elle se réalise.